tous confrontés au problème des transports en Ile-de-France. De ce que j'ai compris du sujet, c'est comment faire cohabiter aujourd'hui ceux qui veulent prendre leur voiture, ceux qui veulent prendre les transports en commun, ceux qui veulent prendre les mobilités douces, dans un univers effectivement en plus transformé par la crise du Covid et avec effectivement probablement une compétition entre plusieurs modes de transport. Comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser ce qu'on appelle l'intermodalité pour organiser les choses de façon plus pacifique que ce qu'on voit parfois dans la rue? Peut-être pour commencer, Nicolas Meillan, pourriez-vous nous faire une photographie des enjeux de la mobilité dans le Grand Paris, à la fois la situation actuelle et l'évolution que vous voyez advenir? Alors sur la mobilité, il y a plusieurs enjeux, challenges que nous devrons relever. Alors on a parlé bien évidemment des émissions de CO2, mais ça, entre guillemets, c'est un peu moins un enjeu au niveau de la ville, c'est un enjeu au niveau national, c'est un enjeu au niveau européen, au niveau mondial. Nous, avec France Stratégie, on avait proposé, par exemple, que les gens soient incités à acheter des plus petites voitures, avec un bonus-malus sur le poids. Donc ça a été retoqué pour la deuxième fois par le gouvernement. Donc on va encore attendre un petit peu sur le CO2. En ville, il y a un vrai problème qui est la pollution atmosphérique. Moi qui circule en vélo en ville, je le vis tous les jours avec les pots d'échappement des voitures, avec les pots d'échappement des scooters, des bus. Et donc il y a un véritable enjeu en ville à électrifier tous les modes de transport, entre guillemets, sauf les voitures. Donc il faut électrifier tous les scooters. Tous les scooters en Chine, en ville, sont électriques. Tous les scooters à La Havane, à Cuba, sont électriques. Bon, qu'est-ce qui se passe à Paris? Pourquoi pas à Paris? Il faut électrifier les Uber. Tous les Uber qui sont diesel, c'est catastrophique pour la pollution atmosphérique, bien évidemment. Le transport en commun, les bus, les tramways. Les camionnettes, un véritable enjeu dès 2024. Plus de diesel dans Paris. Comment est-ce qu'on se déplace quand on est artisan? Et la voiture individuelle, entre guillemets, pas besoin parce qu'elle va être chassée petit à petit des villes. Et demain, il faudra mettre fin à la mobilité individuelle thermique. Mais on pourra se déplacer. Une des pistes dont on pourra un peu parler tout à l'heure, ce sera par exemple le covoiturage. Parce que tout le monde ne pourra pas s'acheter une Tesla Model 3, malheureusement. C'est dommage. Et donc il faudra un petit peu s'organiser quand on n'a pas le choix d'avoir une voiture essence ou diesel pour venir en ville. Et le covoiturage peut un peu aider. Il y a un autre enjeu en ville dont on parle de plus en plus, c'est les grosses voitures. Vous savez ce qu'on appelle les SUV. Si vous faites renverser dans Paris, essayez de choisir une voiture un peu plus petite puisque vous aurez 3 fois moins de chances de mourir. Donc les SUV, ça peut avoir un intérêt à la campagne, ça peut avoir un intérêt pour partir en vacances, éventuellement à la montagne, mais en ville, on n'a pas vraiment besoin de ces voitures. Ce que pourraient faire les villes, comme Paris a décidé en 2024 d'interdire les voitures diesel parce qu'elles polluent plus notamment, on pourrait dire on va peut-être limiter la circulation en ville des voitures qui font moins de 2 tonnes. Parce qu'on pense que ce n'est pas nécessaire, même si ça permet de monter sur les trottoirs et de franchir les couloirs de bus, c'est peut-être un usage dont on peut se passer. Donc c'est 2 enjeux importants en ville. Et puis le troisième enjeu, c'est effectivement comment on fait quand on n'habite pas en ville, qu'on doit venir à Paris et qu'on n'a pas de transport en commun. Et qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre la voiture. Et alors, comment on fait? Et là, c'est le gros point bloquant. Alors peut-être que, on va en parler avec nos. On va en parler un petit peu. Il y a ces idées bien évidemment dont on parle toujours. On va faire des parkings aux portes de Paris. On va arriver en voiture et on va se garer et faire autre chose. Il y a un truc beaucoup plus simple dont on parle moins. C'est que aujourd'hui, et notamment ça va être aidé par le développement du réseau de transport en commun du Grand Paris, avec le vélo électrique, ça rapproche tout le monde des gares. Donc en vélo, en gros, on peut faire jusqu'à 5 km. En vélo électrique, on va plutôt aller chercher 10 km. Et donc théoriquement, beaucoup plus de personnes pourront aller chercher des gares de transport en commun. Le véritable problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on ne peut pas garer son vélo. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking sécurisé. Et donc là, il y a un véritable enjeu d'aller construire, et ça existe beaucoup notamment aux Pays-Bas, ces parkings sécurisés qui vont encourager les gens à laisser leur voiture, à prendre un vélo électrique, aller jusqu'à la gare et prendre le transport en commun. Et à le retrouver le soir, ce qui peut être pratique. Élodie et Annen, donc, on a parlé un peu du tableau général, peut-être aussi sur les transports en commun reste quand même l'essentiel
des déplacements en Île-de-France, enfin, pour les gens qui ne télétravaillent pas tous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme finalement, amélioration du système entre ceux qui prennent les transports en commun et ceux qui veulent avoir plus d'intermodalité, plus de services de mobilité douce? Alors, bonjour à tous. Alors déjà, juste pour rappeler, Île-de-France Mobilité, c'est l'autorité organisatrice des mobilités, donc c'est pas juste que les transports en commun. Moi, j'aurais aimé, si vous me le permettez, en petite introduction, de donner un petit panorama tel qu'on le connaît de la mobilité en Île-de-France, puisque tous les 10 ans, on réalise une grande enquête auprès des Franciliens. Sur la base de cette enquête statistique, on reconstitue les déplacements à jour donné, et je pense que c'est intéressant quand même d'avoir quelques ordres de grandeur. Donc, il y a 43 millions de déplacements qui se font dans la région Île-de-France. Il y en a 70% qui se font en dehors de Paris, 20% à Paris et 10% en lien avec Paris. Après, si on regarde les modes, on va voir que c'est très dépendant des territoires, parce qu'à Paris, sur 9 millions de déplacements, la majorité se fait à pied. La marche à pied est très largement majoritaire. Ensuite, il y a à peu près un quart des déplacements qui se font en transport collectif. Et puis en voiture, les déplacements au sein de Paris, c'est moins de 5% des déplacements. Quand on commence à s'éloigner et qu'on parle de la petite couronne, là, on a 30% de déplacements en voiture et 15% en transport collectif. Le reste étant des déplacements plutôt aussi à pied, qui sont aussi très importants, puisqu'on en a des zones urbaines denses dans lesquelles on peut encore beaucoup se déplacer à pied. Quand on arrive dans la grande couronne, là, on a effectivement 60% de déplacements en voiture et 8% de déplacements en transport collectif. Alors quand on commence à prendre en compte les déplacements qui se font depuis la grande couronne vers la petite couronne ou vers Paris, on atteint à peu près 20% de ce qu'on appelle la part modale pour les transports collectifs, sachant que la majorité des déplacements radiaux qui se font depuis la banlieue vers Paris se font en transport collectif. En fait, c'est aujourd'hui beaucoup plus efficace de venir, quand on vient de la Grande Couronne, de venir à Paris en utilisant les grandes radiales que sont les RER ou les trains de banlieue que d'utiliser sa voiture. Et d'ailleurs, ces déplacements ont fortement cru dans les dernières années. Donc on voit bien, ce panorama, il montre bien que les enjeux sont importants et sont variables selon les territoires. Et pour autant, les politiques publiques, et notamment celles que mène Île-de-France Mobilité, permettent aussi de changer la donne, puisque, par exemple, sur la fréquentation des transports collectifs, elle a cru de 14% en 10 ans, et plutôt d'ailleurs sur les bus et les tramways de quasiment 25%. Et ça, c'est très lié à l'augmentation de l'offre, puisqu'on a mis en service un certain nombre de tramways dans la petite couronne, et puis on a renforcé très fortement l'offre bus. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en avril 2019, on a fait un grand pari des bus qui concernait à la fois Paris, mais aussi la petite couronne, et on a investi massivement pour augmenter l'offre. On met 40 millions d'euros sur la table chaque année pour renforcer cette offre bus. Et puis, évidemment, il y a ce que vous évoquiez, tous les enjeux d'intermodalité en lien avec le développement du Grand Paris Express, puisqu'il y a un certain nombre de déplacements aujourd'hui qui se font justement dans ce panorama des déplacements, ce qui est difficile à recenser, enfin ce qu'on montre pas forcément, c'est tous ces déplacements qui sont de banlieue à banlieue et qui aujourd'hui éventuellement repassent par Paris, et qui fait que, par exemple, on a aujourd'hui 1 million de déplacements entre la Grande Couronne et Paris, mais quand on regarde les taux de charge des RER, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le Val-de-Marne, la Défense, en passant par le RER A, des gens qui font l'Essonne, la Seine-Saint-Denis. Donc il y a un certain nombre de déplacements sur ces grandes radiales qui traversent Paris et qui, effectivement, avec l'arrivée du Grand Paris Express, vont évidemment être très largement améliorés. Alors après, j'aurais plein de choses à dire sur l'intermodalité, sur le vélo, sur tout ça, mais je pense qu'on va y revenir dans le débat. Peut-être voilà. Juste pour ajouter un point sur... Est-ce que vous parlez de quelques enquêtes que vous avez, est-ce que vous avez des premières impressions sur les mobilités en Ile-de-France depuis la crise Covid? Est-ce que les gens utilisent plus la voiture? Valérie Pécresse nous disait ce matin, on est à 65%, je crois, de taux d'occupation dans les transports publics. Oui, est-ce que ça monte? Est-ce que les gens reprennent confiance? En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais... en fait, oui, on est à peu près à 70%. Alors après, ça dépend, métro, RER, ça, c'est un peu variable, mais c'est à peu près stabilisé à 70% depuis la rentrée. Alors que le trafic routier, il est revenu assez vite à la normale. Hein. Au mois de juin, on avait déjà du trafic routier qui était à peu près 100% de ce qu'il était. On a une explosion du trafic vélo. Enfin, on a eu une explosion au moment du déconfinement.
Nous, on avait déjà dans notre enquête recensé qu'il y avait un tiers de plus de déplacements à vélo en 10 ans, mais c'est vrai que depuis, ça a fortement augmenté. Les prochains mois, et d'ailleurs même la semaine qui a démarré et qui est beaucoup moins favorable en termes de météo, sera évidemment, ça sera important pour voir ce report modal. Après, nous, on a prévu de faire une enquête téléphonique là d'ici la fin de l'année pour effectivement recenser plus finement la manière dont les gens se positionnent par rapport aux mobilités dans ce contexte de crise sanitaire. Et puis cette enquête que j'évoquais, statistique, qu'on fait auprès de ménages franciliens en tirant dans le fichier des impôts, c'est très encadré par la statistique. On a aussi prévu de la faire évoluer en 2021 et d'en faire une enquête basée sur des smartphones et de pouvoir suivre, sous réserve que les gens acceptent, d'être suivis sur une semaine donnée sur leur mobilité, ce qui nous donne des éléments beaucoup plus... à la fois intéressant sur les smartphones, ça donne facilement des origines, destinations, mais c'est intéressant de connaître les motifs pour lesquels les gens se déplacent, parce qu'il y a des motifs qui ne sont pas nécessairement facilement reportables d'une voiture à un transport collectif. Un artisan, il ne va pas forcément prendre son matériel pour ensuite aller dans les transports collectifs. Donc on sait bien que voilà, il y a... Les professionnels, c'est pas la tout même à chose, fait, voilà. Bien sûr. Patrice Levisa, donc je disais, vous êtes directeur du département transport de surface pour bus et tramway. Donc, qu'est-ce que vous observez, vous, de votre côté, sur les besoins et sur l'évolution de ces besoins à l'avenir? Est-ce qu'on va plus prendre, effectivement, le bus, le tramway et comment on va pouvoir mieux articuler les différents modes de transport auxquels nous sommes aujourd'hui habitués? Le premier constat reste une forte densité en Île-de-France, donc un fort besoin de transport massif, quelque part. Et ce transport est la première réponse en fait à la demande aujourd'hui des Franciliens. C'est pourquoi d'ailleurs, y compris pour répondre à des questions questions de pollution et d'écologie, on développe tout un programme dans le cadre de la modernisation de nos matériels roulants. On a avec IDFM décidé fin 2019 de renouveler le matériel roulant de 8 lignes de métro. On poursuit l'automatisation des lignes avec la ligne 4 très prochainement. On veut faire en sorte que nos systèmes de transport soient le plus capacitaires, le plus fluide possible, justement pour embarquer déjà la première demande des Franciliens. On a tout le projet autour de Bus 2025 qui consiste à transformer l'ensemble de notre flotte de bus en bus propres, que ce soit en électricité, en bio-GNV ou en hybride, et dans un temps très court, puisque c'est d'ici 2025, et transformer tous les dépôts pour les accueillir. Donc c'est une belle prouesse technique et sur lequel on s'est accordé depuis 2015 avec IDFM. Et cette demande, elle reste forte. Pour autant, il y a aussi, on le voit bien, une demande d'alternative au travers justement de nouvelles mobilités sous toutes ses formes, la trottinette, le vélo. Et on se doit, en tout cas à l'RATP, on est extrêmement attentif et à l'écoute de nos voyageurs pour qu'on puisse quelque part aider justement à cette mise côte à côte l'ensemble de ces transports, à pousser la multimodalité au-delà des moyens de transport classiques pour intégrer justement ces questions de nouvelles mobilités et de nouveaux modes de transport et de trajet. L'idée du coup est pas tant que de la facilité au travers justement de tout ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on investit aussi dans des startups dans ce domaine-là, comme Cityscoop, comme Klaxit, Klaxoon, etc. On le fait également au travers d'outils, parce que je pense qu'il faut outiller aussi nos voyageurs pour leur faciliter la vie. Parce que la première chose qui a été dit, d'ailleurs vous le disiez, au travers d'un transport d'un point A à un point B, et quand on se dit on passe par le centre de Paris, c'est de trouver justement le moyen de faciliter, de fluidifier ces transports. Et une façon de le faire, c'est aussi de le faire au travers notamment de nouvelles applications. Donc on développe de plus en plus au travers de notre application RATP, ou d'ailleurs notre site ratp.fr, où on a quand même 8 millions de visiteurs par mois, de développer de nouvelles informations en fait, pour les aider à voyager, que ce soit notamment en ce moment, depuis le Covid, on a développé une remontée d'informations en crowdsourcing pour donner de l'information sur l'affluence en fait, dans les transports. Voilà un premier exemple. Autre exemple, on développe à Annemasse d'ailleurs en titre expérimental, comme d'ailleurs aussi en région parisienne, avec 2500 bêta-testeurs, une application qu'on appelle le MAS, qui est donc un Mobility as a Service, c'est-à-dire une application intégrant l'ensemble du dispositif de transport, quels que soient les moyens utilisés, qui peut être un vélo, qui peut être du covoiturage, qui peut être un bus, qui peut être que ce soit du groupe RATP, que ce soit l'EPIC, RATP Dev ou un autre,
au sein d'une seule même application pour que ce soit fluide pour le voyageur, qu'il ne s'occupe pas de la couture pour passer de l'un à l'autre, et qu'on lui propose d'ailleurs aussi des types de transports multimodaux. Et il ne s'embête pas, il veut aller d'un point A à un point B, et on lui explique quel est le meilleur chemin possible. Donc c'est ça aussi, je pense, que les RATP proposent pour aller de l'avant dans cette question de multimodalité. Alors, dans cette révolution du MaaS, je ne sais pas si tout le monde connaît l'expression, mais Mobility as a Service, la denrée évidemment de base, c'est la donnée. L'open data, on en parlait un petit peu tout à l'heure, est aujourd'hui la règle. Mais est-ce que la règle, finalement, pour la RATP est équilibrée par rapport à d'autres acteurs qui sont en train d'entrer, qui sont assez puissants et qui veulent faire un peu la même chose, c'est-à-dire cette fameuse application qui permet d'avoir la totalité du trajet possible avec éventuellement la possibilité de passer d'un moyen de transport à un autre très, très simplement. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont équilibrées? Je crois qu'il y a des décrets d'application qui vont arriver bientôt dans la loi l'homme. Ouais, on est très informés, n'est-ce pas, la tribune? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se prépare? On cherche effectivement, puisque l'entreprise RATP est plutôt, je pense, ouverte sur le monde et ses interlocuteurs, mais à trouver une forme d'équilibre. L'exemple classique des GAFA ou des entreprises comme celle-ci sont plutôt des entreprises qui viennent chercher de l'information auprès des uns et des autres, donc notamment auprès de la RATP, et ensuite de la revendre quelque part au travers de ces services. Quand aujourd'hui Google, avec Google Maps, revend sa carte géographique, il est bien en train de faire un acte de vente commerciale. Donc on essaye de trouver un juste équilibre entre justement les données qu'on met à disposition et celles qu'en retour elle pourrait mettre à disposition, ou à défaut de trouver un mode contractuel qui fasse que la donnée qu'on est amené à donner, elle ait une valeur, et là, du coup, de la valoriser au juste niveau. Donc ce sont les débats qu'on a au travers, effectivement, d'un projet de décret de la nouvelle loi d'orientation sur les mobilités. Et c'est extrêmement important d'avoir cet équilibre. Nicolas Meillan, vous avez évoqué tout à l'heure les parkings. Alors, parking à vélo, mais il faudrait aussi peut-être parler des parkings pour les voitures. Parce que la grande injustice quand même de cette histoire de mobilité dans une région comme l'Île-de-France, c'est quand même ceux qui n'ont pas tellement le choix, effectivement, que de devoir utiliser leur voiture. Quels sont les besoins et est-ce qu'on pourrait mieux organiser? Est-ce qu'il y a des exemples d'autres villes qui organisent mieux que Paris? On sait que c'était l'ambition, mais pour le moment, ça ne suit pas tout à fait dans la réalité. Effectivement, c'est souvent la solution qui est évoquée. On va résoudre le problème pour les gens qui viennent à Paris, qui représentent, comme l'a dit avec un parking pas cher aux portes de Paris. Une partie quand même assez limitée du trafic. Mais c'est toujours ces parkings qu'on va faire en banlieue, à la Défense, au nord de Paris, au sud de Paris, à l'ouest et à l'est. Il y a une solution qui est très intéressante et qui va arriver par le MaaS, justement. C'est qu'il faut rappeler qu'un des problèmes qu'on a sur la mobilité, c'est que les voitures, aux heures de pointe, sont remplies par 1,1 personne. Ça ne fait pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a des bouchons. C'est aussi pour ça qu'on a de la pollution. L'autosolisme. Ça s'appelle l'autosolisme. Et notamment pour... Alors, le problème de la mobilité, il n'est pas tant pour les gens à Paris, parce qu'ils ont le choix, et effectivement, ils prennent rarement leur voiture, parce que c'est le choix le pire. Il faut juste se garer, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est juste du bon sens. Les gens en proche banlieue, ils ont quand même un assez bon réseau de transport en commun. Le problème, c'est les 70% des trajets qui sont ni dans Paris, ni en proche banlieue. Comment font ces gens qui ont rarement accès au transport en commun? Alors, on a parlé du vélo tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est en train de se développer assez fortement, c'est le covoiturage, c'est de remplir sa voiture. Avant, on appelait ça de l'autostop. Effectivement, c'était pas le covoiturage. Aujourd'hui, les applications permettent d'industrialiser ça. Ça a commencé au sein des entreprises, des bassins d'emploi en proche banlieue, où on a développé des réseaux de covoiturage, parce que forcément, on imagine que c'est un tout petit peu plus simple de covoiturer le matin et le soir avec un de ses collègues qu'avec un inconnu. Donc ça, c'est quand même un petit peu plus simple. Et maintenant, alors vous avez cité Klaxit, effectivement, qui est un exemple. Et maintenant, ça se développe au niveau des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que finalement, le chaînon manquant qui va leur permettre d'offrir du transport à moindre coût, c'est pas de faire une nouvelle ligne de bus, c'est pas de faire un nouveau tramway, ça va être d'organiser du covoiturage pour venir compléter le réseau existant. Et ça, par exemple, alors les radiales, ça fonctionne très bien avec du transport en commun, mais tout ce qui est circulaire autour de Paris, c'est très très compliqué. Et ça peut être une véritable solution, alors bien évidemment en Île-de-France, mais aujourd'hui en France, on se rend compte que ce covoiturage, ça devient un petit peu
transport en commun de tous ceux en fait, qui n'y avaient pas accès. Allez-y, oui, je vous en prie. Oui, juste pour ajouter quelques points sur effectivement la question de la voiture. Alors nous, on a aussi dans nos politiques des politiques de parking relais qui sont effectivement pour favoriser l'accès aux grandes radiales transports en commun pour les gens qui en sont loin. Donc on a une politique de développer des parkings relais dans les zones de grande couronne qui sont moins denses. Évidemment, dans les zones plus denses, on ne développe pas de parking relais, on compte plutôt sur le rabattement par des bus et par d'autres modes de transport complémentaires au réseau lourd que sont les métros ou les RER. Mais on a aujourd'hui un certain nombre de places de parking dites labellisées dans les parkings relais. Et puis on a mis en place depuis la fin de l'année 2018 la gratuité de l'accès à ces parkings relais pour les détenteurs d'un pass Navigo. Donc l'idée, c'est vraiment que les utilisateurs des transports collectifs en fait ne prennent finalement et cette combinaison de modes. Je prends ma voiture pour aller jusqu'à la gare et puis à la gare je prends mon RER. Voilà. Et sur le vélo, on est aussi, vous évoquiez le fait qu'on ne pouvait pas forcément, qu'il fallait vraiment développer l'usage du vélo pour aller à la gare. On a une politique très très ambitieuse sur cette question. On développe beaucoup de consignes qu'on appelle Véligo, qui sont des consignes sécurisées pour stationner son vélo. On a un objectif aujourd'hui, alors certes, on a 10 000 places de stationnement vélo dans 140 gares d'Île-de-France. Après, on a un objectif de 100 000 places en 2030, donc on va multiplier par 10, donc c'est un objectif ambitieux. On a 40 000 places à Paris, dans les gares parisiennes. Donc c'est vrai qu'on est conscient, je dirais, de tous ces enjeux. Et on y travaille avec un partenariat avec les opérateurs de transport, parce que quand on fait des consignes Véligo, on le fait quand c'est en gare avec la SNCF ou avec la RATP, on le fait avec les collectivités locales, donc c'est vraiment tout l'écosystème qui doit se mettre dans la même direction. Allez-y, oui. Juste un petit complément, je pense qu'il faut en plus ne pas avoir peur de mettre de l'innovation en fait, dans ces mécanismes et ces systèmes de transport. À la fois parce que je pense que à un moment donné, même la voiture, elle finit, ou le covoiturage finit par être limité par la quantité, par ce que ça peut représenter comme flux en fait, dans les espaces, par les encombrements, etc. On insiste beaucoup, parce qu'on développe beaucoup au niveau du groupe RATP des partenariats, comme par exemple des choses un peu plus originales, entre guillemets, du transport par câble, puisqu'on a un partenariat avec Eiffage et avec Poma sur ces questions-là, voire même de l'urban air mobility, c'est-à-dire vraiment du transport aérien à l'intérieur même de systèmes denses. Et là aussi, on a un partenariat avec Airbus et avec ADP. Et puis plus précisément sur les nouvelles technologies et l'innovation, on investit beaucoup sur la question du véhicule autonome, qui est une belle réponse aussi pour les derniers kilomètres parcourus. Et on progresse énormément. On a 3 expérimentations en Île-de-France sur ce sujet-là, et on en a dans Paris, notamment pour desservir par exemple l'hôpital de la Salpêtrière. On en a à Vincennes, pas très loin, et on en a, je crois que le dernier c'est à Saint-Rémy. Voilà, donc on a beaucoup de projets d'innovation, et c'est aussi une façon de mieux répondre à ces questions d'encombrement, de pollution, et pas uniquement de se dire tout va se faire au travers d'une seule solution, que ce soit le covoiturage ou sur le vélo. Le vélo, tout le monde ne prendra pas le vélo, puis quand il pleut, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de monde en vélo. Donc voilà, je pense que la diversité, la pluralité de transport est essentielle, et nous on investit énormément sur ces sujets-là au niveau du groupe RATP. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure, il va y avoir aussi les appels d'offres pour le Grand Paris Express, pour l'exploitation des lignes. Et un des sujets, il va arriver au fur et à mesure, on espère le plus vite possible, ça va être ce que vous évoquiez, ce fameux dernier kilomètre. C'est-à-dire, une fois que j'arrive dans une des gares, il faut que j'aille jusqu'à chez moi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait dans les appels d'offres du Grand Paris Express un certain nombre de services, d'applications pour aider les gens à l'utiliser? Allez-y, oui. Je vais répondre parce que c'est nous qui lançons effectivement l'appel d'offres pour l'exploitation des lignes du Grand Paris Express. Alors, il se trouve qu'on travaille déjà avec la Société du Grand Paris main dans la main sur toutes les pôles gares du Grand Paris Express dans le cadre de comités de pôle avec les collectivités territoriales, avec les opérateurs quand il s'agit de gares qui sont en interconnexion avec des gares existantes, pour travailler toute cette question de l'intermodalité et qu'est-ce qui se passe une fois que je sors du Grand Paris Express ou comment j'y accède.
Donc aujourd'hui, ce travail de comité de pôle, il est bien là pour à la fois assurer une fonction transport à ces gares du Grand Paris Express avec du rabattement. Aujourd'hui, il y a quand même 30% des franciliens qui arrivent dans les gares en ayant emprunté un bus. Donc on est quand même loin, et puis les autres viennent soit à pied quand ils ont la chance d'habiter assez proche, soit éventuellement en voiture dans le cadre de parking relais, mais quand on est plutôt dans des zones moins denses. Donc il y a déjà toute une intermodalité qui existe autour des gares existantes, et quand le Grand Paris Express va venir s'interconnecter, on travaille évidemment avec les opérateurs existants sur la qualité de cette interconnexion pour que les gens gagnent du temps. Et puis surtout ce qu'on appelle l'intermodalité, le rabattement, que ce soit les bus, des offres effectivement d'autopartage, des offres éventuellement de nouvelles mobilités. Donc tout ça est déjà travaillé, et on n'a pas prévu de demander dans le cadre de nos appels d'offres de services de mobilité associés à l'exploitation du métro. La RATP, vous allez être dans ces appels d'offres. Qu'est-ce que vous allez, dans votre application par exemple, envisager des services néanmoins? Notre objectif reste le même, c'est être au service de nos voyageurs. Donc forcément, on sera toujours force de proposition en la matière. Je le disais tout à l'heure, on fait évoluer régulièrement notre application RATP ou notre site ratp.fr. On continuera à le faire. On se présente bien évidemment sur ce, et vous le savez, sur cet appel d'offres, comme on se présentera sur les autres, et avec plaisir de faire des propositions. Après, si ce n'est pas dans le cahier des charges, de fait, ce n'est pas forcément retenu par l'autorité organisatrice. Mais en tout cas, on sera force de proposition. Nicolas Meillan, sur ces sujets justement de nouvelles applications, de nouveaux services, quelles sont les innovations auxquelles on peut s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir un jour une seule application qui sera adoptée par tout le monde, qui sera l'appli des applis, si on ne laisse pas Google le faire avant? Non, mais il y en a déjà qui existent. Moi, je ne veux pas faire de la pub, bien évidemment, mais c'est vrai que par exemple, Citymapper est quelque chose d'assez pratique que j'utilise régulièrement. Et ratp.fr, paraît que c'est vachement bien aussi. Non, il y a juste un point qui me... Il y a Navigo aussi, qui est l'appli de l'autorité organisatrice. Ça, c'était la séquence publicité. Ouais. Donc, sérieusement, au-delà du choix des plateformes, elles sont en compétition. Voilà, quels sont les nouveaux services? Pour moi, il manque quelque chose dans le Grand Paris, malheureusement, dont on ne parle pas beaucoup. C'est le vélo. On parle de faire un réseau de transport en commun, Grand Paris Express, très, très, très bien. Il y a un projet qui coûte 500 millions d'euros, donc ça fait 2% du budget du Grand Paris Express, qui s'appelle le RER Vélo, qui va aller sur Paris et la proche banlieue, finalement décharger, pas forcément des voitures, mais aussi les réseaux de transport en commun. Moi, personnellement, je suis allé libérer une place dans la ligne 13 tous les matins. Je ne sais pas si certains d'entre vous prennent la ligne 13, mais c'est un peu chargé. En période de Covid, d'ailleurs, c'est encore plus compliqué. Et je pense que aujourd'hui, on n'utilise pas ce levier du vélo. Alors, il y a quelques pistes cyclables, bien évidemment, mais aujourd'hui, les gens ont peur de prendre le vélo, et ils ont raison, parce que c'est dangereux, tout simplement. Et donc, on a besoin de construire ces infrastructures. Nous, on a publié une note avec France Stratégie, il y a quelques semaines, sur la mobilité post-Covid. Et le vélo, effectivement, est quand même, entre guillemets, un grand gagnant. Il avait déjà commencé avec les grèves, et puis là, avec le Covid... il y a quand même des villes, alors c'est pas Paris, Copenhague, ça n'a rien à voir, bien évidemment. Ils ont mis un grand plan vélo sur 14 ans. Ils sont passés d'une part modale sur le domicile-travail de 38% à 62%. Donc ça ne va pas remplacer toutes les voitures, mais ça peut décharger notamment une partie du réseau de transport en commun pour les gens qui n'ont pas le choix. Et vous parliez du dernier kilomètre. Une façon de faire le dernier kilomètre, ça peut aussi être soit d'arriver en transport en commun au port de Paris et de prendre un vélo, un Vélib, ou alors soit d'y arriver, comme le font beaucoup maintenant aujourd'hui, avec sa trottinette électrique, qui reste une solution un peu plus simple quand on veut l'emmener avec soi en transport en commun. Alors le vélo, la trottinette, c'est formidable, mais il y a quand même des assignés à résidence des mobilités qui sont les personnes âgées, qui ne peuvent pas forcément faire de vélo, de trottinette, les personnes handicapées, il faut y penser aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour eux alors, dans ce nouveau modèle de mobilité c'est que pour les villes sont réservées aux jeunes finalement? Moi, je voudrais dire un petit mot justement par rapport à la pratique du vélo. Nous, on a un enjeu, par exemple, justement lié à la pratique du vélo dans le cas de post-crise sanitaire, puisqu'on voit toutes les coronapistes qui ont été un franc succès, on va dire, du point de vue des utilisateurs de vélo.
mais qui, sur certains axes, n'ont pas été vraiment un franc succès du point de vue de la circulation des bus. Et je pense que la RATP ne me contredira pas sur cette question. Donc nous, on a identifié qu'il y a un certain nombre d'endroits où ça fragilise fortement la qualité de service qui est offert par les bus. Et on sait très bien que oui, les bus sont plébiscités notamment à Paris, par des personnes âgées, par ce que vous évoquiez, des personnes qui sont à mobilité réduite parce qu'elles ont des enfants en bas âge, qu'elles ont des poussettes, tout un tas de choses, et qu'elles ne sont pas sur des vélos. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même à réfléchir, un bon curseur à trouver entre effectivement les différentes pratiques. Puis je me permets de revenir juste sur le petit point de l'appli. C'est pas que de la pub sur Via Navigo. Nous, effectivement, dans ce contexte très concurrentiel du sujet des applis et des mobilités, nous, on a ambition de développer une application de masse, de mobilité servicielle régionale, mais un peu le masse de référence, on va dire, tiers de confiance, et qui n'oriente pas forcément, enfin qui se donnera des objectifs, on va dire, vertueux en termes à la fois de consommation de l'espace public, à la fois en termes justement d'ambition carbone. On a constaté que dans les critères d'attribution, enfin, ou en tous les cas de sélection de certaines applications qui existaient sur le marché, on pouvait orienter plus favorablement vers certaines solutions de mobilité avec lesquelles l'application en question aurait développé un partenariat et sur lequel ça lui rapporterait un peu d'argent. Et pourrait détourner certains utilisateurs des transports collectifs en systématiquement pondérant de manière un peu plus forte le trajet en transport collectif pour en faire un petit trajet repoussoir et orienter plutôt vers d'autres types de mobilité. Donc dans l'écosystème privé, il y a un effet de partenariat et de business qui fait que il peut y avoir des comportements non vertueux qui se développent, et nous on a vraiment comme ambition d'avoir ce MaaS. Alors il coexistera avec d'autres MaaS et on n'a pas l'intention de tuer toutes les applications qui vont se développer et qui existent sur le marché. En revanche, nous, notre ambition, elle est que pour les gens qui cherchent un MaaS qui soit aussi inclusif, par exemple, pour les personnes, que ces gens-là se tournent vers l'application MaaS qui sera développée par Île-de-France Mobilité. Patrice Levisa, l'enfer des coronapistes pour les bus, c'est une réalité. Et revenir, en fait, c'est pas tant une opposition, je pense, entre le mode vélo et le mode de transport en commun, que ce soit le bus ou un autre. En réalité, ils sont très complémentaires et il faut les concevoir comme tels. Alors c'est sûr que l'urgence de la crise sanitaire a fait qu'il a été mis en place très rapidement des pistes qui ne sont pas toujours adaptées, y compris à la sécurité, d'ailleurs, hein, pas que des questions de circulation, mais y compris à la sécurité. Donc ça, ce sont des sujets qu'on travaille avec la ville de Paris notamment, entre autres, mais aussi avec d'autres communes d'Île-de-France, et on progresse sur ces questions-là. Donc on ne met pas en opposition, hein, c'est une complémentarité. En revanche, effectivement, on est plutôt quelque part opposé à la voiture particulière, hein, au sens des solo-conducteurs. Juste pour retracer, c'est pas non plus le vélo répond pas à tous les sujets, et d'ailleurs le bus reste à avoir un grand succès, hein. Il suffit de regarder. Dès la possibilité d'avoir repris le bus, on est aujourd'hui à plus de 80% de gens qui sont déjà revenus sur notre réseau, hein. C'est un réseau qui est très sûr, c'est un réseau qui est très bien désinfecté, très bien nettoyé. On nébulise tous les jours l'ensemble de nos matériels roulants. Donc je peux vous dire qu'en termes de désinfection, on ne peut pas faire mieux aujourd'hui, je pense, dans toute la France, voire au-delà d'ailleurs des frontières. On a largement augmenté les budgets en matière de nettoyage et de désinfection. On est passé de 1200 personnels à 1800, plus 70% de dépenses sur le sujet. Donc on est là pour assurer un transport sûr, sanitairement en tout cas, et aussi en conduite, parce qu'on a toujours bien conduit, pour nos franciliens. Et les plus de 80%, et ça progresse chaque semaine, le démontrent tous les jours. Donc ce n'est pas une opposition entre le bus et le vélo. En revanche, ce qui me paraît essentiel, c'est compte tenu de ces nouvelles mobilités, il faut qu'il y ait quelque part une sorte d'échange, de débat public pour revisiter en fait justement le partage de cette voie publique. Hein, et ça, c'est, je pense, maintenant nécessaire. Bon, ben merci beaucoup. Peut-être si vous avez un mot de conclusion sur Pan-Amsterdam, comme on dit. Donc ça y est, c'est parti. On va voir cet hiver si à Paris comme à Amsterdam, on va continuer à faire du vélo sous la pluie. Non, je pense qu'à Paris, on a une approche un peu différente des pays latins. Quand on gère la mobilité, dans les pays latins, nordiques, on met des péages urbains.
Les péages en France, c'est pas très à la mode. Nous, on a quelque chose qui est un peu différent, qui s'appelle la loi de l'emmerdement maximum, et qui a très bien marché pour les bus. Il se trouve que entre un péage urbain à Londres et ce qu'on a fait à Paris avec les couloirs de bus, c'est exactement le même résultat, moins 30% de trafic. Et je suis d'accord qu'il faut réfléchir à un nouveau partage, un meilleur partage. Les coronapistes ont été mises en place, ça a été dit tout à l'heure, rapidement. On a fait en une semaine ce qu'on n'a pas fait pendant 20 ans. Donc on doit un peu mieux partager l'espace. Et effectivement, c'est plutôt aux voitures individuelles qu'il faut prendre de la place qu'aux bus. Et dernier point, quelque chose qu'on devrait mettre en place et qui existe depuis plus de 50 ans aux États-Unis, ça s'appelle des voies de covoiturage, réservées à ceux qui sont prêts à faire l'effort d'être à 2 ou 3. Des autoroutes à 8 voies aussi, faut dire. Oui, bien sûr. Mais si on avait ces voies dans les accès aux villes ou le périphérique, ça permettrait aussi d'encourager cette pratique et de faire gagner du temps. Je crois que c'est un sujet en prévision, peut-être. En prévision depuis très longtemps. Peut-être un jour. Bien, merci beaucoup à tous les trois.